globalité. Et, et en même temps, l'avantage de la psycho-énergétique, c'est que c'est le thérapeute qui raconte l'histoire au client. Donc, c'est nous qui avons accès à son histoire. Et donc, on traite la dimension transgénérationnelle, donc tout l'héritage inconscient qu'il vit et qui peut conditionner sa vie. Et puis, on traite ce qu'on appelle le parcours de vie. On revient aux émotions et aux traumatismes vécus par l'enfant et on revient pour guérir point par point chaque aspect. L'avantage, c'est justement d'avoir accès à des informations que le client n'a pas dans sa conscience. C'est comme si tu cherchais un fichier dans un disque dur et que tu te rappelles pas du nom du fichier et donc tu as beau à chercher avec des mots-clés, ça remonte pas. Et des fois, tu oublies que le fichier existe, mais quand on fait de la psycho-énergétique, en fait, on donne des informations au client que lui-même n'a pas. Et c'est en faisant un travail de remémorisation qu'il accède à ses mémoires cachées. Et donc, on peut traiter des choses qui traitent à la fois du passé familial et du passé personnel. Le plus gros est là-dedans. Donc, il y a différentes approches. Il y a les constellations familiales, il y a la thérapie quantique ou psycho-énergétique. Bon, selon le cas et selon la dimension à explorer, on choisit le mode opératoire qui convient et on traite. Alors, concernant le thème, bon, la notion de l'alignement, elle est abordée sur plusieurs sujets. Vous avez donné plusieurs titres dans votre présentation de la semaine, mais on va tous parler de la même chose. Il n'y a qu'un seul alignement. L'alignement étant la cohérence entre ce que je suis, ce que je dis et ce que je fais. Le Coran كيقول يقولون ما لا يفعلون, c'est que c'est pas aligné. Et donc l'idée est de trouver justement cette cohérence entre ce que je fais, ce que je dis, ce que j'applique dans ma vie de tous les jours et la cohérence que ça crée à l'intérieur de moi. Dans le coaching, ça a été approché par la. D'ailleurs, j'étais en train d'écouter une émission de Yasmine Karouani sur Medi 1 qui accueille toujours des personnes, sa, son podcast de femmes d'aujourd'hui est version homme. Et justement, elle parlait à une dame qui lui a dit, j'ai quitté mon poste parce qu'il y avait plus de sens. Et la réaction de la journaliste était que tout le monde dit que, en général, quand on change, c'est qu'il n'y a plus de sens. Et donc, la notion de sens dans le monde du coaching a été un peu traitée et approchée par Robert Dill, qui a créé une pyramide qu'on appelle la pyramide du sens et qui traite 6 éléments en général qui doivent être en cohérence pour que la personne soit alignée. Donc, il parle de l'environnement, du comportement, des capacités ou des compétences, des croyances, de l'identité et du volet spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vis quelque chose, elle doit être cohérente et que je dois être en conformité avec ce que ça veut dire. Je travaille, il y a des gens qui travaillent à la banque, mais qui disent, ah, riba, haram, donc mon argent est haram. C'est une croyance que lui, il a. Et donc, quand je pose une problématique quelque part chez quelqu'un, on doit identifier à quel niveau il y a rupture de sens. Est-ce que c'est au niveau de ses croyances? Ce monsieur, il travaille dans un milieu, mais il dit, ah, l'argent n'est pas halal. Donc, il y a une incohérence entre le système de valeurs et le système de l'environnement dans lequel il vit. Et donc, il va vivre une souffrance s'il continue à être dans ce système-là. Il a deux choses à faire. Soit changer d'environnement, soit changer de système de croyances et de valeurs en allant creuser la chose pour voir que finalement, ce n'est pas comme on dit. Et donc, chaque fois qu'on pose une problématique, le travail du coach est d'identifier le niveau dans lequel il y a le nœud et aller se poser la question. Et on pose des questions jusqu'à ce que le mouvement dans la pyramide entre environnement, comportement, capacité, croyance, identité, spiritualité soit cohérent. Et donc, on pose des questions, quoi, comment, pourquoi. Et ces questions deviennent fluides dans le discours de la personne. Et là, on parle
de la chose comme étant alignée. Alors, dans l'énergétique, c'est un peu près la même chose, sauf que, euh, à la différence avec l'essence du coaching, dans l'énergétique, on parle de l'alignement trip-cœur-tête. Pourquoi trip-cœur-tête? Parce que justement, dans nos temps récents, je parle du 19e et 20e siècle, le cerveau, le mental a pris le dessus sur énormément de choses. C'est pour ça que la médecine s'est décomposée en plusieurs éléments. C'est pour ça qu'on est allé vers beaucoup plus d'approfondissement et de spécialité et de finesse. C'était bien. Mais en même temps, on a oublié la cohérence globale de la personne. Et donc, quand on traite, d'ailleurs, dans la médecine, quand tu vas voir un spécialiste, il t'explore selon ses connaissances à lui dans sa spécialité. Et des fois, tu te retrouves avec voir plusieurs spécialistes pour les mêmes symptômes parce que justement, il n'a pas une vision générale de l'individu. Et d'où le retour aujourd'hui à une vision globale corps-esprit, comme dans une des thématiques que vous avez, qui voit la personne dans sa globalité. Et donc, aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre la psyché et le corporel, on ne fait plus la différence entre le mal-être intérieur et le malaise physique. Et tout est devenu cohérent et relié. Et tout le travail de l'énergétique, justement, c'est de trouver le lien entre tous les éléments qui contribuent à mon fonctionnement. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a un problème au niveau des intestins, ben, j'ai le phénomène des intestins dans sa vie physiologique, mais en général, les problèmes d'intestin sont liés à des problèmes de peur archaïque. Ça veut dire qu'il y a une absence de sécurité dans son système familial qui le ramène à avoir peur tout le temps, même s'il ne sait pas pourquoi. Et donc, cette personne aura du mal à prendre des décisions, elle n'aime pas beaucoup le changement, etc. Et elle voit des risques partout. Alors ça, c'est un phénomène. Si je m'attache juste à l'inflammation intestinale, on va traiter les symptômes, mais des fois, on développe ce qu'on appelle une maladie chronique. Donc, même si je traite que les symptômes et j'apaise la maladie, mais je ne fais pas disparaître la maladie. Des fois, quand on va chercher dans la cohérence globale et qu'on va creuser dans l'histoire de la personne, ben, on va constater que c'est les peurs qui font ça et que ces peurs appartiennent au passé. Et dès qu'on fait un travail énergétique coupé avec justement ce système transgénérationnel, ben, la personne recouvre la santé et elle ne traite plus. Aujourd'hui, des médecins m'envoient leurs clients pour des problématiques qui sont connues. Les médecins recommandent, par exemple, pour une colopathie, ils savent que les systèmes de médicamenteux apaisent la, la douleur et la souffrance, mais ça, il n'y a pas de solution. Et donc, ils m'envoient pour faire le lien, justement. Une colopathie, c'est un sentiment d'abandon qui est historique, et on traite le sentiment d'abandon. Donc, l'alignement, c'est de voir l'humain dans sa globalité. Alors, ça se mesure comment? Dans notre approche, en fait, quand quelqu'un parle, tu sens qu'il parle de c'est que justement, la personne ne vibre pas ce qu'elle dit. Donc la parole sort juste de la gorge. Mais quand vous avez quelqu'un qui est convaincu, ou il fait quelque chose avec profondeur, on dit il le fait avec ses tripes. Ça veut dire c'est du fort intérêt. Et donc, l'alignement selon le sens énergétique, c'est une hiérarchie tripe-cœur-tête. Dans le fonctionnement de l'humain, l'humain est construit comme un vase. Et donc, la base du vase, c'est les tripes, qui sont le siège de la foi et de la peur. La base des tripes, c'est la foi et la peur. La peur n'étant que l'absence de la foi, comme l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Donc finalement, quand on est connecté à ces tripes, donc on a la foi dans sa traduction linguistique en arabe iman, elle se traduit par deux mots.
al-yaqinu wal-itmin. Dans la définition de l'iman en arabe, la foi, l'iman huwa al-yaqinu wal-itmin, la certitude d'être en sécurité. Donc, ce sentiment d'insécurité qui est tribal, aujourd'hui, la science a tellement évolué qu'aujourd'hui, on parle d'un système neuronal au niveau des intestins qui fait 400 000 neurones, mais qui est 100 fois plus performant que les cerveaux centrales et qui fonctionne de façon autonome. Ça veut dire qu'il ne rend pas compte au cerveau central. Et donc, c'est ce cerveau-là qui gère toute la foi et toutes les croyances fondamentales en qui moi je crois. Et donc, quand quelqu'un parle de ses tripes, ça veut dire qu'il parle de quelque chose qu'il connaît vraiment, qu'il a expérimenté, en laquelle il croit, et qui le fait travailler, qui le fait avancer dans tout ça. Donc, l'humain se remplit comme un vase jusqu'au cœur, mais il se remplit de sécurité. Arrivé au niveau du cœur, le cœur est le siège de la communication et du relationnel. Et donc, quand ma base est pleine de foi et donc de sécurité, bah, quand j'arrive au cœur qui va se sentir en sécurité, il va s'ouvrir à tout le monde. Parce que je suis en sécurité, donc je n'ai peur de personne. Et donc, je me dis, je vais ouvrir mon cœur à tout le monde. Et je suis sûr d'une chose, que les bonnes personnes qui vont rentrer dans mon cœur, elles vont y rester, et que les mauvaises personnes vont partir d'elles-mêmes sans que je fasse l'effort de les chasser. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui est porté par la foi est un cœur illuminé, et que les gens bons sont habitués à la lumière, donc quand ils rentrent dans mon cœur, ben, ils vont pas être dérangés. Par contre, ceux qui sont mauvais, dès qu'ils rentrent dans mon cœur, ils vont être éblouis par la lumière qu'il y a dans mon cœur, ça va les déranger et ils vont partir, comme les vampires au soleil. Ils ne supportent pas la lumière et donc ils vont s'en aller demain. Donc mon cœur est ouvert et donc il n'y a que des personnes. Je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas de jugement, pour moi tout le monde est bon et je me comporte. C'est pour ça que quand on dit comporte-toi avec les gens en fonction de tes valeurs, pas en fonction des leurs. Parce que justement, quand tu fonctionnes dans tes valeurs à toi, tes, tes, tes croyances, tu te représentes toi-même. Et donc, finalement, tu donnes cette cohérence avec ce que tu es. Et donc, tu ne juges pas, tu ne fais pas de ségrégation, tu ne fais rien du tout. Et tu accueilles tout le monde comme il est. Et tu vois le plus beau en chacun. Parce que quand on est aligné et quand on est épuré, le regard envers l'autre devient positif. Je vais chercher qu'est-ce qu'il a de beau plutôt que qu'est-ce qu'il a de mauvais. Parce que justement, quand je suis aligné, je sais que lorsqu'une personne a un mauvais comportement, c'est qu'elle a une souffrance quelque part. Donc, au lieu de lui en vouloir pour son comportement, ben, je vais comprendre sa souffrance et ce n'est que comme ça que je peux l'aider à dépasser sa souffrance ou à l'orienter vers. Et donc, c'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou même tous les maîtres de l'univers de tous les temps, ont été des modèles. Le Coran, quand on parle dans la communication, et que vous فجادلهم بالتي هي أحسن فكأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ça veut dire que tu dois tellement parler bien avec ton, 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 ton face à face, on va pas le dire ennemi, ton face à face, que même s'il était ennemi, il se sentirait comme un intime. Parce que dans ta façon de parler, tu n'es pas confrontant, tu n'es pas heurtant, et donc finalement, tu lui ouvres l'espace pour ouvrir une discussion. Et donc, un cœur apaisé est toujours comme ça. Et c'est pour ça que le Coran, on peut qu'il dit le Rasoul, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu avais un cœur dur, tu n'aurais personne autour de toi. Donc, l'alignement, c'est la foi d'abord, et puis justement, cette ouverture du cœur où je prends chacun dans notre histoire à voir le bon en chacun. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une des, une de ses prières les premières années de la Bi'ta, donc de son message, il y avait à la Mecque deux personnes qui s'appelaient Omar. Omar ibn Khattab
et Abu al-Hakam Amr ibn Hisham, qui est Abu Jahl. Abu Jahl était le pire ennemi du prophète, et Omar ibn Khattab était aussi quelqu'un qui était opposé au message divin à ses débuts. Mais le prophète, dans ses prières, il disait Allahumma ansuri l'islam bi ahadil umarain. Ils étaient de l'autre côté. Mais dans sa prière, parce qu'il voyait que chacun d'eux pouvait apporter quelque chose de bien à l'islam, il disait Dieu fasse que l'un des deux Omar rejoigne nos. Allahumma ansuri l'islam bi ahadil umarain. Et c'est comme ça que, en réponse à cette prière, Omar ibn Khattab a rejoint les rangs de l'islam. Donc, tu vois le potentiel positif en chacun, même s'il n'est pas d'accord avec toi. Surtout parce que tu sais que, avec ton message, avec l'amour que tu vas donner, tu vas modifier son système de croyance et donc tu peux l'amener à être plus ouvert à ce que tu veux. Donc, nous avons les tripes qui sont le siège de la foi et de la peur, le cœur qui est le siège du relationnel. Là aussi, la science a démontré que nous avons un système neuronal au niveau du cœur et qui fonctionne de façon autonome sans aussi. Troisième niveau, donc le vase se remplit encore. Donc la foi, et puis l'ouverture à la communication, et puis après on remonte vers la tête, qui est le mental, et qui est le siège de tout ce qui est rationnel dans notre vie. Donc tout ce qui est planification, organisation, comptabilité, tout ce qui est logique est géré par le cerveau et par la tête. Donc, nous avons des champs de croyances fondamentales, des champs émotionnels et un champ rationnel. Donc, dans cette structure-là, tripes, cœur, tête, les tripes sont le général dans une logique hiérarchique. Le cœur est un commandant et le mental est un soldat deuxième classe. Donc, dans la hiérarchie, le général, le commandant et le soldat. Donc, quand j'ai la foi, tout fonctionne. Le mental et le cerveau reçoivent des instructions saines qui émanent des tripes et du cœur et qu'il exécute en appliquant les process qui lui ont été demandés. Et là, tout va bien. Je suis en cohérence et je suis aligné parce que je suis en cohérence entre mes croyances fondamentales, mes émotions et mes ouvertures et l'exécution de ce que je fais. Mais dès que la peur s'installe, parce que la foi n'y est pas, donc la peur envahit mes tripes. C'est pour ça que les gens qui ont peur ont des problèmes d'intestin. C'est justement parce que tout ce côté-là est envahi par la peur. Alors, la peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire insécurité, ça veut dire instabilité. Et donc, c'est voir le danger partout. L'insécurité, c'est de voir le danger partout. Quand je me sens en danger, bah, le cœur qui était nourri par la sécurité n'est plus sécure. Et donc, je vais avoir peur. Et chaque fois que je vais voir quelqu'un, ah non, mais il peut être dangereux pour moi, il n'est pas bien, il n'est pas. Et donc, finalement, le cœur ne fonctionne plus et il est chanté. Donc, la peur chante le cœur parce qu'il n'y a plus de confiance, parce qu'il n'y a plus de sécurité. Et là, le mental prend le dessus et il commence à gérer ma vie. Problème, c'est que le mental, on a dit, il ne sait gérer que ce qui est binaire, rationnel. Donc, c'est comme si j'ai pris quelqu'un du plus bas échelle, de la plus basse échelle de la hiérarchie d'une entreprise et je le nomme directeur général. Alors, cette personne, quand tu prends quelqu'un qui n'a pas fait ses études, qui n'a pas fait d'expérience et que tu le mets dans un poste stratégique, il n'a pas été formé à gérer la stratégie ni à comprendre. Et quand tu mets quelqu'un dans un poste de patron, normalement, il doit traiter toute l'information de l'entreprise. C'est toujours le directeur général qui reçoit le courrier de l'entreprise et qui le dispatche aux différents collaborateurs qu'il a. Alors, quand le mental reçoit toute l'information de ma vie, ben, quand il va recevoir une information d'ordre émotionnel, ben, il n'a pas de code pour pouvoir la déchiffrer. Les émotions ne sont pas
binaires, ne sont pas logiques, ne sont pas rationnelles. Et donc, elles sont incompréhensibles par le cerveau. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer quand même, parce que c'est le patron, il va essayer de comprendre le contenu du message et de l'information pour pouvoir en faire quelque chose. Et donc, il essaye de tourner sa machine, il link l'information qu'il reçoit, mais à la fin, il va bugger. Et quand il bug, ben, il va transformer ce signal informationnel en un signal chimique, hormonal, électrique, qui va bousiller un organe. Et c'est pour ça que tous les incidences de tous les événements traumatiques de la vie sont des incidences qui ont un effet sur le corps. Et donc, des intestins, la colère, le foie, la tristesse et les poumons, etc. Donc, tout ce qui n'est pas accepté est refoulé. Et si on revient à la base, ben, l'acceptation est dans la foi. Parce que la foi, dans ces 6 principes fondamentaux, la foi, l'iman wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi kullu. Donc la foi, c'est l'acceptation de ce qui est. Alors, quand je n'accepte pas parce que j'ai accueilli au mauvais endroit, bah ça bloque et ça crée des incidences psychocorporelles que je peux mal vivre. Et donc, quand je ne suis pas en cohérence, quand je ne suis pas dans cette hiérarchie-là, bah, j'ai des problèmes de gestion de ma vie et de mon fonctionnement. Et c'est ça qui nous met dans des situations où nous sommes en incohérence. Donc, quand le cerveau reçoit l'information, ben, il y a des problèmes parce qu'il ne sait pas gérer. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples dans la signification de ces niveaux. L'imam Shafi'i avait un disciple et un jour, il lui a dit, il y a imam, Sifli l'imam, il dit, décris-moi la foi. Et l'enseignant a demandé à son élève de sortir de la classe et de revenir 2 minutes après. Alors, quand le jeune revient, le, 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 le maître s'est caché derrière la porte. Et quand le jeune est rentré, il lui a fait. Il lui a dit, qu'est-ce que tu viens de vivre? Il lui a dit la peur. Il lui a dit, décris-la moi. Il lui a dit, ça se décrit pas. Ben, il lui dit, la foi, c'est pareil. Ça se vit et ça se décrit pas. Parce que justement, les mots sont réducteurs des émotions et ils ne peuvent pas exprimer tout ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que des fois, on analyse, on psychanalyse, en psychologie, on a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir formuler ce que souffre la personne exactement et on a besoin de cadres et de référentiels pour pouvoir diagnostiquer et établir un diagnostic sur le dysfonctionnement de la personne. Juste parce que les mots ne savent pas exprimer l'état émotionnel dans lequel on est. Et c'est ça qui rend difficile les choses. Donc, trip, cœur, tête, et l'approche est différente. Donc, dans l'approche énergétique, pourquoi j'ai parlé de l'énergie, de l'énergie, quand quelqu'un est en face de moi et qu'il parle, on est capable de ressentir ce qu'il dit et de voir est-ce que c'est sa tête qui parle et c'est son cœur qui parle ou c'est lui qui parle. Et donc, quand quelqu'un a un discours de mental, on te dit non, mais ça, j'ai changé, j'ai fait, je lui demande juste de fermer ses yeux et de voir d'où sortent les mots. Et il voit qu'ils sortent de sa tête et donc finalement, il n'est même pas convaincu lui-même de ce qu'il dit et c'est pour ça qu'il y a de l'incohérence dans son fonctionnement interne. Donc l'alignement, c'est justement trouver cette fluidité où tout ce que j'exprime émane de mon fort intérieur. Et quand on est comme ça, on n'a même pas besoin de démontrer. Une parole convaincue vaut tous les discours. Parce que justement, quand tu prononces le mot avec une vibration de force de conviction, le message arrive directement au niveau du cœur ou au niveau des tripes et donc la personne le reçoit. Parce que tu sors un mouvement et tu vas vers l'autre qui te reçoit dans son cœur et qui va descendre en lui-même pour accueillir ce que tu lui dis. Et donc la communication fluide, c'est justement une communication de cœur à cœur où le message sort des tripes, il va vers le cœur qui est reçu par le cœur, traité par les. Dès que
Je vais parler de ma tête dans mon discours. En général, dans les discussions où on a un différent, c'est l'ego qui va parler. Et quand je vais parler avec mon ego, bah, chez l'autre, je réveille l'ego. Et donc, ça fait des débats interminables entre qui a raison, qui a tort, parce que chaque ego a envie d'avoir raison. Et donc, la discussion n'a plus de sens parce que chacun veut avoir raison sans vouloir se remettre en question. Et c'est ça qui bloque toutes les communications qui peuvent avoir lieu dans nos différents échanges. Moi, je ne sais pas si vous avez une question. Là, je vous entends pas, Serma. Je vous entends. Normal, merci d'activer le sentiment. Ah, voilà. C'est encore parti. Il faut cliquer sur le micro, apparemment. Il est désactivé. Votre micro est désactivé, Serma. Ah, voilà. Là, j'arrête pas de le faire fonctionner, mais il ne veut pas. Et là, il n'est pas Là, aligné avec c'est bon. moi. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Il fonctionne. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Non, c'est pas une question, mais plutôt une réflexion. Enfin, si, c'est une question, puisque j'ai remarqué qu'il y a un rapprochement entre cette approche énergétique et des aspects de la médecine. Comment ça fonctionne? Alors, la thérapie énergétique est une thérapie de guérison euh, qui va chercher les causes des maladies et puis les traiter. Il y a toujours un champ entre la médecine et l'énergétique. C'est deux niveaux d'application différents. Euh, dans le champ des constellations familiales ou dans le champ de l'énergétique, on va à la racine du problème, pas à ses conséquences. Donc la médecine traite les symptômes et euh, l'énergétique ou toutes les thérapies, quelle que soit leur nature en général, quand elles sont connectées à la réalité des choses, ils vont traiter la racine du problème. Donc, quand je traite la racine, bah, le phénomène disparaît totalement, donc il n'y a plus de symptômes. Quand tu traites les symptômes, bah, ils vont disparaître à un certain moment, et puis il y a une récidive, une première, une deuxième, et donc ça fait que les choses reviennent. Quand tu as une maladie chronique, bah, tu prends un médicament qui apaise, un corticoïde ou un anti-inflammatoire qui apaise la douleur, mais le problème est toujours là, et donc c'est ce qui fait que, que la maladie persiste. Moi, comme vous le savez peut-être, ou je ne sais pas, mais tout le monde peut-être ne le sait pas, moi je suis ingénieur. Donc je n'avais rien à faire dans ce champ de la thérapie et c'était pas du tout une chose que j'ai choisie. C'est juste que lorsque je faisais ma formation de coach professionnel, j'ai croisé ce qu'on appelle les constellations familiales avec un grand maître qui s'appelle Jacques Dancé, qui est venu, c'était un professeur à HEC Paris, mais ils sont venus au Maroc pour nous former sur le coaching. Et donc, quand on a découvert cette technique, c'était tellement justement bluffant. Alors, le monsieur lui-même, il est polytechnicien, MBA Stanford, donc tout ce qu'il y a de rationnel à la base, et il vient nous enseigner quelque chose qui n'a aucune logique, mais qui fonctionne. Hmm. Alors, c'était tellement bluffant que on l'a ramené pour nous former, et c'est ça, c'était ma première spécialité, constellation familiale énergétique. Et quand il vient nous former, il nous dit, dites-moi un problème de votre vie, on va essayer de le rattacher à votre histoire. Moi, j'avais déjà fait des thérapies dans le cycle, dans le premier niveau de coaching et dans le deuxième, et donc on avait l'obligation de passer par la thérapie, donc je n'avais rien à lui raconter. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'un problème physiologique fait partie du processus? Il m'a dit, mais bien sûr, tout rentre dans le processus énergétique. Et je pose un asthme que je traînais pendant 24 ans.
Donc, de 23 à 47 ans, le jour où j'ai fait ma première formation de cours. Sachant que tous les médecins, j'ai mon frère qui était un ancien CHU, et donc j'ai exploré toutes les voies, j'ai fait des explorations fonctionnelles, et on me disait, vous êtes asthmatique à vie. Hmm. Donc, et je prenais des corticoïdes matin et soir, et je prenais de la ventoline, et je réveillais mes enfants quand même le soir. Et quand je pose mon asthme devant cette constellation familiale, je lui dis, est-ce que ça passe? Il m'a dit oui. Et il me pose des questions sur mon histoire, l'histoire de ma famille, et il me dit, mais il est facile ton cas. Je lui dis, qu'est-ce qui est facile? Il m'a dit, tu as une mission que tu n'accomplis pas qui se manifeste contre toi sous forme. Alors, tu dis ça à un ingénieur, je le regarde de travers, je lui dis, Jacques, je lui dis, dis-moi quelque chose de logique pour que je puisse t'entendre. Et il me dit, mais j'ai rien à te dire. Et je fais quoi de ce que tu viens de me dire? Il m'a dit, juste accepte. Et il a travaillé avec moi 10 minutes. L'asthme a disparu le jour même, et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, plus un microgramme de médicaments pour l'asthme et plus de crise d'asthme. Et c'est pour ça que je suis devenu énergéticien à partir. Donc, ça a modifié mon parcours de vie, et donc je me suis orienté vers ça partiellement jusqu'à. Enfin, je suis resté quand même ingénieur consultant jusqu'à juin 2024 où je me suis totalement consacré à la thérapie énergétique. Mais justement, ça, en fait, quand je parle de l'impact, c'est parce que je l'ai vécu dans ma vie personnelle que je parle avec tellement de passion, parce que je sais que je prenais des corticoïdes toute la journée et que finalement, je finissais par avoir des crises de soir. Et qu'en 10 minutes, prendre conscience de la racine du problème a fait que le problème a totalement disparu. Et des cas de guérison fonctionnelle, j'en ai eu dans ma pratique de 13 ans, et ça ne fait que continuer à prouver que l'approche de l'humain, elle est globale. Donc, quand je reçois quelqu'un, je lui dis oui, continue à prendre tes médicaments et on va travailler sur les problèmes jusqu'à ce que tu guérisses. Et c'est OK. Et les médecins l'ont compris aujourd'hui et ils ne sont pas contre. Justement, ils ont compris qu'il y a deux dimensions et que c'est intéressant d'avoir cette vision globale, à la fois historique et symptomatique. Et j'ai beaucoup de médecins comme clients, et il y a des médecins qui m'envoient leurs clients aussi pour des problématiques qui relèvent de tout ce qui est maladie qui n'a pas qui n'a pas de compréhension sur ses origines. Bah, aujourd'hui, on oriente vers l'énergétique et les constellations familiales, trouver le nœud. Et donc, voilà, l'approche énergétique est totalement scientifique, elle est basée sur la physique quantique qui est venue expliquer son fonctionnement. Et donc, il n'y a plus de distance entre la médecine et l'approche énergétique parce que ce sont deux sciences qui se sont rencontrées. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'impact de, d'aspects quantiques dans tout le fonctionnement de la médecine aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle de guérison comme un processus qui est totalement cohérent parce que justement, il a des bases. On a les travaux de la mémoire de l'eau qui ont été lancés au 19e par Benébiste et puis qui ont été repris par d'autres scientifiques. Aujourd'hui, on peut parler de l'impact de la pensée sur le corps et avoir des résultats. Et c'est valable aussi dans le champ religieux. Le bon Dieu, quand il te dit Ana inda abdi kadamni abdi, ça veut dire abdi bi, ça veut dire que finalement, si ma pensée de ce que peut m'apporter Dieu est positive, ben je n'aurai que du positif. Et donc, c'est à nous de créer notre réalité, mais avec justement la foi, les tripes, le cœur et la tête. Et le fonctionnement est cohérent. Et moi, je m'amuse des fois à faire des constellations quand je suis dans des constellations de groupe. En fait, on fait des représentations du cœur, de la tête et des tripes. Et des fois, tu présentes quelqu'un dans le schéma et tu vois que ses tripes sont par terre et que le cœur est en train de danser et que la tête est euphorique. Et cette personne a l'illusion que tout va bien dans sa vie, mais ses tripes sont par terre. Mais des fois, ils sont une incohérence intérieure.
Et quand tu le mets dans cette configuration de constellation, il voit cette trique par terre et il ne comprend pas. Alors que normalement, dans sa tête, tout va bien. Mais à un moment donné, émerge quelque chose qui casse cette lecture et qui vient faire monter quelque chose de nouveau dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on a des transitions de vie, on a des remises en question, on a ce qu'on appelle des quêtes de sens, et qui font que, justement, des, des théories comme la pyramide de Dilt sont apparues pour donner un peu plus de clarté. C'est juste dans un champ de conscience et de mental. L'énergétique, elle va un peu plus loin parce qu'elle vérifie la véracité de la transformation. Parce que le mental peut nous mentir et nous donner l'illusion d'un changement, mais qui n'est pas réel. Dans l'énergétique, on vérifie que la chose a été faite correctement et qu'elle est totalement installée. Et donc, ça nous rassure et ça rassure après le client pour la suite de son fonctionnement. Vous venez de répondre à une question que j'avais en tête, c'est le parallèle entre l'alignement côté approche DILTS, la notion d'essence, et celle de l'énergétique. Vous venez de répondre à cette question. Et en même temps, vous m'avez donné une idée sur vous confortez la notion de l'approche holistique de l'être humain, en sachant que tout le mal des disciplines, c'est lorsqu'elles demeurent prisonnières de ses propres outils. Et donc, l'interdisciplinarité, c'est elle qui permet de résoudre les problèmes. Je pense qu'il y a une tendance, du moins dans le milieu académique, maintenant, on ne pense plus euh, rester dans des disciplines cloisonnées parce que ça n'apporte pas les réponses complètes, vraiment aussi complexes qu'aujourd'hui. Oui, et justement, la physique quantique, elle est venue avec deux lois. Et c'est ce qui fait justement toute la beauté de l'approche énergétique et de tout le fonctionnement universel. La physique quantique, elle est basée sur deux lois fondamentales. La première, c'est la dualité entre corpuscules. Ça veut dire que chaque élément de l'univers, quelle que soit sa nature, il a une double consistance. L'une qui est corpusculaire, ça veut dire matière, et Mhm. l'autre qui est vibratoire. Donc, l'humain, c'est à la fois un corps et une vibration. Et justement, dans une thérapie énergétique, c'est à travers la vibration qu'on recueille l'information qui est disponible sur l'histoire de la personne et sur le, la, la vibration. C'est comme un Wi-Fi qui est connecté à plusieurs appareils. Dès que tu pirates le Wi-Fi, tu as accès à tous les appareils qui y sont connectés. Donc, la vibration permet de se connecter au corps et donc de déchiffrer tous les messages qui sont cachés dans la mémoire cellulaire de l'ADN. Aujourd'hui, on le sait, l'épigénétique a démontré que finalement un traumatisme, au-delà de l'impact psychologique il crée une altération du code génétique. Ah, Ça, c'est les dernières recherches dans le domaine de l'épigénétique. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent là-dessus aujourd'hui. Quand tu subis un traumatisme, il y a une protéine qui se produit et qui va se fixer sur ton ADN. Et donc, toute ta descendance va vivre le traumatisme avec. mince. Et dès qu'on fait un travail vibratoire ou énergétique ou thérapeutique, bah, l'approche thérapeutique va libérer une enzyme qui va dissoudre la protéine qui est dans l'ADN et libère les générations futures de l'altération. Et donc ça, c'est la nouveauté scientifique justement qui vient libérer. Il n'y a plus de fatalité dans la génétique. Avant, on disait à quelqu'un, ah non, ton père était malade, donc tu vas être malade. Ta mère a eu le cancer, non, donc tu vas avoir le cancer. Mais aujourd'hui, on peut libérer quelqu'un d'un traumatisme transgénérationnel. Et donc, le champ de l'exploration, il est devenu tellement vaste qu'on peut on peut voir n'importe quelle problématique et lui trouver des explications. Donc, j'ai parlé de la loi de la dualité entre corpuscules. La deuxième loi, c'est la loi du lien universel. Le lien universel, ça veut dire, il te dit tous les éléments de l'univers sont liés. Et donc, je ne suis pas, dès que je suis avec quelqu'un, je suis en interaction, il m'a déjà modifié. Et donc, être présent à quelqu'un, c'est déjà être modifié. Et c'est ce qui explique justement le coup de foudre, c'est ce qui explique le fait que je n'aime pas quelqu'un, ça c'est.
c'est dans l'interaction vibratoire, mais le principe du lien universel fait que je suis connecté à travers vous à toute votre famille. Et donc, dans une thérapie énergétique, bah, on a en même temps le disque dur du papa, le disque dur de la maman, jusqu'à cette génération. Et donc, ça facilite l'accès à l'information de base qui peut avoir donné naissance au problème. Par exemple, parmi les dernières thématiques que j'ai découvert il y a un an, c'est que les addictions, l'alcoolisme et les tentatives de suicide, les scarifications en général, ben, sont liées à des drames familiaux qui sont arrivés il y a 3, 4 générations. Quand la psychiatrie traite l'addiction, elle traite le sevrage et la dépendance de la maladie. Mais elle ne traite pas nécessairement les raisons, sauf dans un cas de psychothérapie analytique qui va creuser les raisons de la problème. Mais on a trouvé qu'il y a des raisons un peu historiques. Par exemple, j'ai un arrière-grand-père qui a été tué pendant la guerre. Alors, quand ça arrive, tu as un des descendants qui dit j'aurais aimé mourir à sa place. C'est une déclaration toute naïve. Sauf que dès que cette déclaration est énoncée, elle devient un pacte familial. Et donc, tu as une bonne partie de la descendance qui va vouloir mourir à la place de, du défunt. Et donc, il y a des addictions, l'alcoolisme, des tentatives de suicide, même des fois des accidents et les maladies mortelles. Et donc, quand tu as ce phénomène dans une famille, tu trouves que 3 ou 4 membres d'une famille de 6 ou 7 ont eu une maladie, ils sont morts à 50 ans, 40 ans, et il y en a même qui finissent un peu plus. Et c'est juste ce pacte familial qui fait qu'on a ce schéma répétitif qui peut empêcher un fonctionnement correct du système. Et donc, on libère les personnes de ce pacte-là pour pouvoir vivre leur vie à eux sans se faire. Donc, l'alignement, c'est ça, c'est créer une cohérence. Et l'avantage de l'énergétique, c'est qu'on arrive à identifier où est le nœud directement. Et donc, on peut débloquer la situation. En fait, l'énergétique, on l'appelle la thérapie brève, pour la simple raison que on n'est pas obligé de suivre quelqu'un à vie. Moi, je ne vois jamais quelqu'un plus que 6 fois dans mon parcours. Non, finalement, tu vois la personne 6, 7 fois maximum, mais tu lui donnes son autonomie pour qu'il soit justement aligné et qu'il puisse s'autogérer et gérer ses émotions à lui-même comme il le doit, dans l'acceptation, dans la foi et dans la cohérence entre ce qu'il pense vraiment, ce qu'il communique et ce qu'il met en œuvre dans sa vie. C'est très intéressant. Je ne sais pas dans la salle si, s'il y a des personnes qui voudraient poser une question, soit de vive voix. Il y a déjà Madame Madiha, je pense. À vous la parole, puisque vous avez levé la main, après avoir ouvert votre micro. Vous pouvez aussi, je pense, je parle sous le contrôle de Madame Yousra. On peut aussi passer des questions à travers le fil du chat. Je m'occuperai de les transmettre. Oui, bien Madame, sûr, monsieur Amar. Donc, oui, je suis avec vous. Donc, sur le chat, nous avons déjà des questions. Donc, ah, ok. on peut prendre quelques questions comme ça pour avoir des réponses. Excusez-moi. Merci. Est-ce que ça peut être... Donc, monsieur Amar, Oui, c'est vous qui allez lire les questions, ou bien je lis les questions. mais je ne les vois pas. Je n'ai pas la main. D'accord. Donc, voilà. Euh, Tu peux y aller, pas de souci. d'accord.
Est-ce qu'on peut guérir? C'est des questions orientées psycho-énergétiques. Donc là, une question de iPhone de Karima. Donc, est-ce qu'on peut guérir les maladies psychiques comme la schizophrénie, donc avec les constellations familiales? Ouais, bon, c'est pas le champ de l'exposé, mais pas, Justement, voilà. la notion de guérir, elle est totalement aléatoire. Dans le champ de la schizophrénie, on a une autre lecture en énergétique du phénomène. C'est-à-dire le schizophrène, pour nous, ce n'est pas un malade, c'est quelqu'un qui a des dons de médiumnité et de clairvoyance. Donc, qui entend des voix, qui peut ressentir des choses qui peuvent arriver. En général, c'est des gens qui font des prémonitoires et ils ont une certaine lecture. Ils ont des antennes que l'on n'a pas dans le sens physiologique, justement. Mais justement, quand on les traite dans le monde cérébral et mental, ils passent pour anormaux, alors que dans la réalité, ils ne le sont pas. Et donc, notre rôle est d'expliquer d'où vient cette fonctionnalité et cette capacité à entendre et à voir. Et quand ils comprennent, ben, ils reviennent vers leur psy, ils expliquent, ils parlent, ils changent de discours, ils trouvent un peu plus de cohérence dans leur discours et donc ils peuvent s'apaiser beaucoup plus qu'avec un traitement. D'autres questions, Madame Yusra? En fait, la majorité des questions ne sont pas orientées à 100% thématiques, mais là, je vais quand même poser quelques questions. Donc, est-ce que ça peut être valable pour un bébé de presque 2 mois qui est asthmatique? Donc, je crois que ça rejoint l'histoire, votre histoire, Monsieur Fdel, donc, que vous avez raconté tout à l'heure. Oui, oui. Alors, en général, l'asthme, il est en général transgénérationnel. C'est une tristesse qui n'est pas consommée et donc finalement, le bébé prend juste la tristesse de son père ou de sa mère et donc il faut traiter. Bah, l'approche énergétique, c'est une approche systémique, comme je l'ai dit la dernière fois. Approche systémique, ça veut dire qu'il voit d'abord la personne dans sa globalité, mais en même temps, il voit la personne dans son système. Quand on a parlé de la pyramide de Dilt dans l'alignement, on parle de l'environnement. Ben, un environnement émotionnel, c'est un environnement dans lequel je baigne et donc physiquement, je suis sous l'influence des émotions de mon papa et de ma maman. Et les enfants, comme ils sont empathiques, c'est des éponges énergétiques. Et donc, un enfant n'a aucune raison d'être malade si son système ne l'est pas. Donc, chaque fois qu'on me ramène un enfant, j'identifie le parent concerné par la maladie de l'enfant. On traite le parent et l'enfant guérit. Sans voir l'enfant. On n'a pas besoin de voir l'enfant. L'enfant, il, il vit dans un milieu, on va dire, qui est pollué, entre guillemets, sans que ça soit accusateur. Et dès qu'on nettoie l'environnement dans lequel il est, bah, ça lui permet de respirer un air propre et donc ne plus être malade. Et Fidèle, est-ce que vous n'avez pas parfois des médecins qui font du rentrer dedans par rapport à tout ça? Ben non, parce que justement, on est complémentaires. On n'est pas, au contraire, moi, d'ailleurs, j'ai des médecins, des fois, que j'ai emmenés en formation, parce qu'ils ont compris le sens de la chose. On n'est pas opposé. Moi, je suis pas opposé à la médecine allopathique. Et d'ailleurs, je prends des médicaments dans certains cas quand il y a un truc, parce que c'est pas antinomique. C'est juste qu'on est en train de travailler sur deux champs qui sont complémentaires. Et moi, j'invite toujours, d'ailleurs, j'ai beaucoup de psy des psychologues dans mes formations et dans mes ateliers, parce qu'ils ont compris que l'analytique à lui seul ne permet pas de résoudre les problèmes. Et comme j'ai eu des professeurs de médecine qui ont vu les limites, et une fois, justement, j'ai une dame psychiatre parisienne qui m'a appelé pour son fils qui est schizophrène. Elle m'a dit, j'ai atteint mes limites. Est-ce que vous avez une autre lecture? Et donc, Hmm. finalement, la médecine, elle est là pour opérer certains réglages dans notre fonctionnement, mais ce n'est pas la seule voie. Et moi, je ne suis pas contre la médecine ni contre les médecins. Au contraire, moi, je les invite à s'ouvrir à ces dimensions-là parce qu'ils deviendront beaucoup plus prudents. D'ailleurs, si vous avez vu la série Le chemin de l'Olivier, bien que ce soit juste une série dramaturge, c'est que le constellateur principal dans la série est médecin et la constellatrice principale dans la deuxième saison est aussi médecin.
Et dans la série, les constellations familiales sur le chemin de l'Olivier, euh, tout le travail a été orienté sur l'impact scientifique et sur l'approche scientifique des constellations familiales comme étant une composante qui permet de régler et de guérir des choses qui relèvent de la maladie. En fait, la maladie ne veut pas dire pas de médicaments, pas de chirurgie, non. C'est juste qu'on va aux racines du problème pour qu'il ne se renouvelle pas. Et donc, on est complémentaires. Excellent, c'est bien de l'avoir souligné. On a deux, trois questions, c'est peut-être les dernières. Donc, Madame Khadija, Madame Bahia et Madame Mariam. Donc, on commence par celle qui commence la première. Madame Khadija, par exemple, vous avez levé la main. Prenez le micro et posez votre question, s'il vous plaît. Ou Madame Bahia ou Madame Mariam, s'il vous plaît. En attendant, Madame Yousra, on peut profiter d'une question? On a les dernières Oui. 5 minutes, on voudrait profiter au maximum. Ya Kassi, Mohamed. Il y avait une question, Bah, Soudan, sur donc, est-ce qu'il y a des personnes pour qui la thérapie n'a pas marché ou bien n'a pas fonctionné, pour quelles raisons? oui, Hmm. oui, bien sûr. Parce que les personnes ne veulent pas changer. Guérir est un choix. On ne peut pas guérir quelqu'un s'il ne veut pas guérir lui. Donc, quand il vient dans une approche thérapeutique, bah, il faut d'abord qu'il soit volontaire pour changer lui-même et qu'il puisse se remettre en question. En fait, dans la thérapie énergétique, comme dans la médecine, quand tu vas voir le médecin, il t'écrit une ordonnance. Mais si tu n'achètes pas le médicament, tu vas garder tes symptômes. Bah, la thérapie, c'est pareil. On donne des comportements et des choses à développer chez la personne. Mais si elle refuse, il y a des gens qui viennent. Par exemple, quand je reçois quelqu'un et tu lui dis, si tu veux guérir ou tu veux évoluer, il faut que tu dises j'ai un problème, je ne suis pas bien. Mais quand quelqu'un vient te dire, ah non, moi, mon conjoint est pervers narcissique ou mon patron est un narcissique, finalement, il envoie le problème à l'extérieur. Et moi, je ne peux pas toucher l'extérieur. Je lui dis, je peux te changer toi si tu as envie de changer, je travaille avec toi, mais ton patron, il est inaccessible. Donc, tu me donnes une contrainte que je ne peux pas gérer avec toi. Donc, quand tu seras prêt à te remettre en question et à comprendre pourquoi ces gens sont pervers avec toi spécialement, parce qu'un pervers, il n'est pervers qu'avec la personne qui est pervertible. Et donc, je reviens à la personne, pourquoi tu lui permets d'être pervers avec toi? Et donc, on revient à traiter la personne à la base. Mais ceux qui veulent garder un système de victimisation pour dire c'est les autres qui sont mauvais et moi je suis une victime, ben, ils restent dans leur champ et donc ils ne changent pas, mais ils continuent à souffrir. Là, une autre question, c'est Omar. Donc, Vas-y. c'était donc, en lien avec le sujet de l'alignement et le mois de Ramadan. Donc, il m'est parfois difficile de me sentir alignée entre ma pratique de thérapeute en constellation et mes croyances religieuses. Selon vous, l'islam est-il en cohérence avec cette notion d'énergétique? Ben oui, bien sûr. C'est Ahmed. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est très facile, surtout ceux qui sont arabisants, il y a Dr Mustafa Mahmoud, qui est un des premiers scientifiques qui se sont intéressés à expliquer les phénomènes scientifiques par la voie religieuse et donc il parle justement il parle même des rêves prémonitoires comme étant un niveau de spiritualité atteint par la personne qui lui ouvre des voies. Il parle des vibrations et des fréquences. Il te dit quand quelqu'un vibre haut, ben, il est en élévation et donc il va entendre la voix des anges, etc. Et quand il vibre bas, il n'entend que la voix du mal. Et donc finalement, c'est le niveau de vibratoire de la personne qui définit quelle antenne il ouvre. Et il parle de l'aura, il parle des niveaux de et beaucoup de gens, de toute façon, des gens ont des connexions énergétiques. Ruqya est une thérapie énergétique, pour ne pas aller très loin. Les gens de l'islam, ils font la ruqya. La ruqya, c'est une approche thérapeutique énergétique. Et quand tu fais la ruqya, bah, tu prononces des versets, tu mets ta main et tu as une approche totalement énergétique. Mais quand est-ce que ça fonctionne? Quand l'intention, nia, est Hmm. pure. Si quelqu'un met sa main sur moi et qu'il lit le Coran sans que son intention soit
soit bonne, ça n'a aucun effet sur moi. Donc, finalement, c'est une vibration et qui fonctionne avec les mêmes critères des autres thérapies énergétiques comme le Reiki. Moi, la première fois que j'ai étudié le Reiki, ben, j'ai compris que finalement, Reiki et Rokia, on parle de la même chose. Les mêmes principes, les mêmes fondements, les mêmes approches. C'est juste le discours. Nous, on utilise le Coran et eux, ils utilisent d'autres textes ou d'autres prières, mais on s'adresse tous à Dieu de toute façon, chacun dans son langage. Très intéressant. Et pas de barrière Merci. entre l'énergétique et l'islam, aucune d'ailleurs. Yousra, on prend une Merci, ça. question, bien? Je crois qu'on prend des gens. Il y a déjà des gens qui ont levé les mains Ils n'ont pas pris la voilà, parole. pour participer. Marie Alemi. Donc, vous pouvez Bon- prendre la parole. Il faut juste activer le micro. Bonjour, Je- bonjour, vous m'entendez? Oui, 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 oui. Madame Khattab, allez-y. Oui, désolée parce que tout à l'heure j'ai essayé mais c'était coupé. Ouais. En tout cas, salam alaikum, merci beaucoup pour ce cours, merci beaucoup. Je voulais juste vous demander, s'il vous plaît, comment on peut savoir qu'on a un don ou qu'on a une capacité comme ça pour guérir les gens? Euh, euh, déjà ça. Vous avez fini? Allô? Oui, je croyais que Oui. vous aviez deux questions, c'est pour ça que j'attendais la deuxième avant de vous répondre. Ouais, en réalité, j'ai trois questions, mais bon, la première, comment on peut savoir si c'est un don comme ça? Parce que euh, par rapport, par rapport à moi, j'ai rencontré des gens, des coachs et d'autres gens qui j'ai beaucoup de confiance et qui Ouais. bon, j'ai pas de l'ancrage, parfois je comprends pas, j'ai pas la compréhension, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de problème, je peux l'accepter, mais déjà, je crois que si, parce que dernièrement, j'ai mal aux pieds, mais ce que je comprends pas, pourquoi j'ai toujours à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui me dit non, tu es très, très intelligente, tu as quelque chose d'important. Je ne comprends pas qu'est-ce que je vais comprendre, quelle voie je vais suivre. Euh, c'est c'est- c'est ça ma première question. Ok, bah, je vous Ma réponds pour deuxième, celle-là maintenant. Je suis prêt. oui, Euh, oui, s'il En vous fait, plaît. on a tous des dons, sans exception. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit Kullun muyassarun lima khuliqa. Ça veut dire que chacun a une mission à accomplir dans cette vie et donc il a tous les outils et tous les moyens pour la mettre en place. C'est juste que, justement, il faut être aligné pour pouvoir pratiquer ce que je suis. Pour savoir qu'est-ce que de quoi j'ai hérité, par exemple, vous, dans le champ de votre pas, il y a une dimension spirituelle qui peut être utile pour développer quelque chose. Donc, il y a une histoire. Donc, pour vous comprendre quels sont les dons possibles chez moi, ben, je vais aller dans mon histoire familiale et je vois mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce que faisaient mes grands-parents, la tribu à laquelle j'appartiens, qu'est-ce qu'ils ont comme pratique, qu'est-ce qu'ils ont comme don, et je l'affine. Mais pour pouvoir le pratiquer, il faut d'abord que je sois en cohérence et que je m'auto-guérisse avec ce que je suis pour pouvoir explorer tout le champ du potentiel. Donc, chacun de nous a un potentiel énorme et qu'il faut découvrir et on le découvre à travers justement la foi, la cohérence avec soi-même et en lâchant les peurs qui nous bloquent et en travaillant sur Oui, notre vie. Voilà pour la première, allez-y pour exactement. la deuxième. D'accord, merci beaucoup. Merci. La deuxième, c'est que j'ai mon fils, le premier, l'aîné, qui est depuis 3 ans et il ronge les ongles et jusqu'à maintenant, c'est presque 13 ans. Et même ça sort de sang. Et je ne sais pas où je peux m'orienter ou la chiffre. J'ai essayé des choses, mais mazal ma وصلتش la solution. Bah, si ça les dérange pas, eux, ça ne devrait pas vous déranger. Laissez-les faire. Comment? J'ai pas compris. J'ai dit, si ça les dérange pas, eux, moi, je crois pas que vos enfants ont des problèmes. En fait,
Ben, le premier dont vous avez parlé, il a une très belle connexion spirituelle. Donc, c'est une façon de s'occuper l'esprit, d'être retenu ici. Chacun trouve le moyen de vivre dans l'environnement. Il est à sa manière. Il faut respecter son champ. Tant qu'il ne dérange personne, bah, se mordre les ongles, c'est pas la fin du monde. Moi, je ne crois pas que c'est un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Pas chez eux, en tout cas. C'est un problème chez vous. Chez moi, Voilà. d'accord. Allez travailler pour que ça ne soit plus un problème pour vous, mais pour eux, c'est pas un problème. D'accord, barakallah fik. Merci beaucoup. Ouais, bah, Je Merci laisse pour la votre place partage. aux autres. Merci Merci. pour votre Merci. partage. Euh, Je crois qu'il y a déjà d'autres personnes qui attendent d'intervenir. Donc, Behia, donc, il y a Behia, Naïla, je crois. oui, Naïla. Naïla, Je peux y aller? Oui, oui, oui. bien allez-y, sûr. faites ce que vous voulez. Oui. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur Fdel. C'était très, très intéressant. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est comment pouvoir identifier qu'on a des blocages énergétiques et est-ce qu'on peut y travailler de nous-mêmes ou alors est-ce que est-ce qu'il faut absolument passer par un thérapeute énergéticien? Et ma deuxième question, c'est concernant ce que vous avez dit tout à l'heure en répondant à une question concernant les personnes pour qui ça ne fonctionne pas. Et vous avez parlé de motivation. Est-ce que c'est la seule chose qui définit la guérison ou le chemin vers une guérison? Ou est-ce que parfois, pour certaines personnes, des traumatismes peuvent être tellement douloureux qu'il est presque impossible à la personne d'aller vers le chemin de la guérison, de faire face à ces traumatismes pour aller vers la guérison. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Bah, la réponse à la deuxième est presque dans la première. Euh, bah, comment on sait qu'on a des blocages? Bah, ça veut dire que j'ai ma vie, je ne suis pas à l'aise et je ne suis pas aligné dans ma vie. Je ne suis pas à l'aise dans mon boulot, je ne suis pas à l'aise dans mon couple, je ne suis pas à l'aise quelque part et que je sens que ça me bloque dans mon corps et que je ne suis pas heureux, que j'ai des maladies, les blocages, ils s'identifient d'eux-mêmes. Et, et l'énergétique, elle intervient quand moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'ai des blocages, mais je n'ai pas de causalité. Par exemple, je prends les maladies auto-immunes. La science et la médecine n'ont pas compris pourquoi j'ai une sclérose en plaques ou là, pourquoi j'ai une fibromyalgie. Et il n'y a pas d'explication. Les maladies auto-immunes sont un dysfonctionnement euh, interne. Ça veut dire que j'ai deux mondes à l'intérieur de moi qui s'opposent, qui sont en guerre l'un contre l'autre. Donc, quand je vois une chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est qu'il y a une explication qui dépasse mon entendement et ma logique. Et là, il faut aller chercher chez un thérapeute pour pouvoir travailler. Pour la deuxième question, en fait, il n'y a pas de problématique profonde. C'est que si j'ai un problème dans ma vie et qu'il n'a qu'une seule cause que je connais, bah, la peur justement d'aller vers les profondeurs me laisse là où je suis. Et donc, si je ne change pas D'ailleurs, dans l'approche systémique qui a été développée à Palo Alto aux États-Unis, Palo Alto est un grand centre de recherche multidisciplinaire et c'est là où sont nées les constellations familiales. Il a été lancé dans les années 50, je pense, 1950. C'est un centre de recherche qui, lui, a développé la communication non violente, la cybernétique, les process et l'approche systémique des programmes informatiques. Et en même temps, il a développé les constellations familiales et d'autres approches. Et dans ce processus, on a défini deux types de changements. Et donc, ils te disent, il y a deux natures de changement. Il y a ce qu'on appelle le changement homéostasique ou l'illusion du changement. Homéostasique, ça veut dire revenir au point de départ. Donc, ma vie est un bocal et moi, je suis une bille à l'intérieur et je souffre. Qu'est-ce que je fais? Je vais donner un petit coup de fouet à cette bille et elle va osciller dans ce bocal. Et j'ai l'impression de changer. Mais l'effet de ce mouvement s'estompe et je reviens au point de départ. C'est ce qu'on appelle l'illusion du changement ou le changement type 1. Donc finalement, je n'ai pas envie vraiment de changer, mais je me suis donné. D'ailleurs, tu as beaucoup de gens qui viennent et ils ne restent jamais chez le thérapeute jusqu'à aboutir. Et il te dit, ah, il m'a rien fait. Le deuxième,
Et quand il vient te voir, il me dit, j'ai vu flan, ils m'ont rien fait, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et tu lui dis, bah, il faut d'abord que tu te stabilises, que tu puisses trouver une solution, parce que ça, c'est vouloir se donner des illusions et coller la responsabilité à l'autre. C'est le thérapeute qui ne m'a rien fait. Le thérapeute ne fait rien. Et moi, mon travail avec quelqu'un, ma première remarque, c'est que je ne peux pas te changer si tu ne peux pas te changer. Je n'ai aucun pouvoir sur mes clients, donc c'est à eux de changer. Le deuxième changement, qu'on appelle le changement type 2, qui est le vrai changement, c'est que je tape dans la bille assez fort et qu'elle sorte et qu'elle s'installe dans un autre bocal. Mais pour cela, il faut l'énergie entre les deux niveaux. C'est ce qu'on appelle un saut quantique. Pour passer de ce niveau-là à ce niveau-là, ben, il faut dépenser de l'énergie, donc aller creuser dans mes émotions, vouloir voir ma réalité, lâcher des choses pour en avoir d'autres. Et donc, les exemples sont multiples dans la vie pour avoir un vrai changement. L'exemple le plus simple, هو ديال واحد في الباكا وكيقول لك أنا كنوكل ولادي الحق. Bon, j'utilise pour banaliser, mais... Et donc, هاد السيد كتقول له ايوا الا حرام علاش انت خدام في البنك شنو خدمتك انا كونطابل ايوا سير عند كونطابل لشي شركه اخرى وقول لهم ندير عندكم كونطابل ولكن راه مشيت الشركه ما كيخلصوش مزيان دونك c'est un problème d'alignement, c'est un problème de cohérence. Donc tu veux quoi, l'argent ou tu veux ton système de valeurs? Donc هذا il cherche un alibi pour ne pas changer, mais il veut jamais changer. Le changement, c'est que نخسر الفلوس ونمشي وما نتخلصش مزيان et je vais respecter mon système de valeurs. ولا نمشي نسول اهل الذكر ونسول واش داك الشيء حرام ولا ماشي حرام mais je نقص ونمشي ونشوف le résultat qui me va et je me mets en cohérence avec moi. Donc toute la notion est une notion d'alignement justement, c'est ce qu'on a dit depuis le début de ce webinaire, c'est que une personne, pour qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle soit en cohérence avec elle-même sur tout le jour. أنا نكون مرتاح مع راسي, je suis cohérent, كندير داكشي اللي بغيت, je choisis et j'assume. On apprend deux choses dans la thérapie, l'autonomie et la responsabilité. L'autonomie, ça veut dire je décide moi-même de ce qui est bon pour moi. La responsabilité, c'est que j'assume tout ce que j'ai fait. Pour moi, pour recadrer et conclure sur tout ce qui est thérapeutique, deux phrases que mon formateur de coaching, Patrick Barraud, répétait toujours, que je salue parce que c'est un homme que j'aime beaucoup, je respecte beaucoup. Patrick Barraud nous disait pendant les 2 années de formation, 2 phrases font tout le développement personnel. La première, c'est que personne ne peut me faire mal sans mon autorisation. Ça veut dire quand je souffre, c'est que j'y suis pour quelque chose. Personne ne peut me faire mal sans mon autorisation. Donc quand je suis avec un pervers, c'est moi qui l'autorise à me pervertir. Ça me donne le pouvoir de changer et donc de ne plus être pervers. La deuxième phrase, et que j'adore aussi, c'est que je suis entre moi et moi-même, séparé de moi par moi. Je suis à la fois le problème et la solution. Ça me donne tout le pouvoir pour me transformer et changer ma vie si je le souhaite. Je suis entre moi et moi-même, séparé de moi par moi. Quand je décide de changer, je vais transformer ma vie. Et donc finalement, le bon Dieu a mis entre nos mains toutes nos solutions pour changer. Tu as le même dosage de bien et le même dosage de mal. À toi de choisir la voie que tu veux pour pouvoir mener ta vie et être cohérent avec toi. Donc, si tu es aligné, bah, tu vas choisir ce qui veut. Toi, tu le fais et tu l'assumes. Iblis a choisi de désobéir, et il l'assume, il va jusqu'à... Et il sait qu'il va en enfer, mais il a dit, je vais continuer ma mission, laisse-moi jusqu'à la fin du jour dernier. Et donc, finalement, il a choisi une voie de cohérence et il sait qu'il y aura châtiment, mais il l'assume et il continue à le faire. Merci. Donc, Myriam, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Donc, nous avons encore 5 personnes d'attente, donc plutôt qui attendent. Si vous pouvez juste être plus concis. Juste 5 minutes, s'il te plaît, Nina, comme j'habite Mohamed.
D'accord. Donc, vas-y, صوبي Mel. العبد العليا الفطور في الزوم. Merci, merci, vous m'entendez? Oui, allez-y, Oui, c'est très bon. Oui, bien. oui, Oui, on vous entend. merci infiniment, Monsieur Fdel, pour cette belle intervention, مرحبا بك. très riche et pleine d'énergie positive. Moi, ma question va vers une personne qui a vécu un traumatisme, qui a eu des enfants. Tout ce parcours a été dans l'inconscient des thérapies, et après, il a poursuivi des thérapies. Génétiquement parlant, cet enfant, est-ce qu'il est libéré? En général, quand on travaille sur le transgénérationnel, oui, ça libère les enfants. Donc, on passe pas par le génétique. Ça peut se faire dans la connexion, Si la libération a l'interconnexion. été réelle chez les parents, elle est automatiquement chez les enfants. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. On prend une dernière question, CFD. Oui, je pense Allez-y, allez-y. une vraie dernière cette fois-ci. Mediha. Comme ça, on- Là, j'ai dit on a 5 minutes, on a Oui, 5 salam minutes. alaikum. Question. Oui, allez-y. Lala. Oui, salam alaikum. Mbrouk Ramadan d'abord. Je vous remercie pour cette intervention très riche et mais très concise. Alors, ma question, c'est par rapport à l'introduction de la thérapie énergétique chez les patients qui sont atteints de maladies graves. L'IHOMA en cours de traitement, en cours de protocole thérapeutique médical, quand est-ce qu'on introduit la thérapie énergétique? La première question. La deuxième question, c'est en tant que thérapeute, comment est-ce qu'on se protège des énergies des gens, des énergies, voilà, des patients, voilà, des gens qui sont, voilà, Ok, oui. qui viennent, oui. Comment se protéger des énergies des autres? Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, la première, c'est qu'il n'y a pas de moment précis pour faire une thérapie énergétique. Le protocole, il peut continuer. C'est juste, moi, je m'interdis et je le conseille à tout le monde. Il ne faut pas intervenir dans un processus que l'on gère. C'est-à-dire, moi, j'ai des patients qui viennent pour des problèmes psychologiques et qui sont en dépression, et je traite la dépression à mon niveau sur les racines. Mais je leur dis toujours, revenez chez votre médecin et parlez de votre nouveau discours. Parce qu'un médecin, il prend ton discours que tu lui racontes, et si tu lui dis j'ai encore un problème, il va te donner des médicaments. Si tu lui dis je vais bien, il va alléger le médicament ou l'enlever. Et donc finalement, si toi tu as changé de discours et que tu parles avec cohérence, ben, il va voir ta cohérence, il va te dire ça y est, vous êtes guéri, il va lancer un processus d'arrêt de médicaments. Donc, les processus sont toujours gérés par le Ouais. même. Et donc, moi, je n'interviens pas dans un autre processus. Je reste sur le mien. Il est parallèle avec l'autre. Il n'y a aucune contradiction entre l'approche énergétique et l'approche thérapeutique médicale. Et donc, les deux process peuvent continuer. Et ça, au moment où je démarre une thérapie énergétique, elle travaille sur des raisons pour aboutir à des résultats et elle n'a aucune contradiction par rapport au déroulement du processus thérapeutique. Non. Ouais. Sinon, lui apporter des choses bénéfiques. Par exemple, créer une intention avec le médicament, ou j'accompagne des femmes atteintes de cancer dans les associations comme les Amis du Ruban Rose, et donc finalement, on donne une lecture de la maladie qui est différente de la lecture alarmante pour mettre les gens dans une vision de guérison durable pour eux-mêmes et pour leurs familles. La deuxième question, un bon thérapeute ne se protège pas, il n'a pas à se protéger. De toute façon, ça revient à la phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on n'est pas obligé d'absorber les énergies des autres. Quand j'absorbe les énergies des autres, ça veut dire que je ne me connais pas et que je suis influençable par les autres, ça veut dire que je n'ai pas de présence à moi. Quand je suis aligné, l'alignement triple tête dont j'ai parlé, il crée un aura jusqu'à cette dimension. Et donc, j'ai un corps émotionnel qui m'entoure. Cette barrière, elle est proportionnelle à ma confiance en soi et donc à ma confiance en Dieu. Et donc, quand j'ai la foi, j'ai une protection. Donc, moi, en tant que thérapeute,
qu'est-ce que je fais? Je réduis mon aura. Donc, quand je mets la bulle d'IL, je ressens ce que la personne a et puis je redéploie. Et donc, je suis dans un mouvement où c'est moi qui contrôle ce que je ressens. C'est pas, il n'y a personne qui nous impose d'être dans son énergie. Il n'y a pas de personne toxique. Moi, je ne crois pas à ce terme. Il y a des personnes en souffrance. Donc, c'est toi qui décides est-ce que je prends ou je prends. Quand tu sens que quand tu as été avec ton ami, tu as un nœud ici, هضرت معاها وشدتني هنايا la partie, ou là j'ai une pression sur la poitrine, ou là j'ai mal au ventre, ou là j'ai la nausée. Quel que soit le phénomène, je vais dire, mais cette nausée ne m'appartient pas. Là, je ne l'avais pas avant 10h30 de voir Fulana. Donc j'enlève la nausée, je lui remets. Juste par l'intention. Et ça enlève ça enlève la nausée automatiquement. Tout ce qui ne m'appartient pas, je n'ai pas à le prendre. Et donc il faut juste mettre un peu de conscience, arriver à se lire, s'identifier et savoir comment je suis au matin, l'après-midi. Et quand j'ai un changement, je vérifie Wash Dieli ou il appartient à quelqu'un d'autre. Et s'il appartient à quelqu'un d'autre, je le lui remets. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on traite le transgénérationnel. On dit ce drame ne m'appartient pas, il appartient à mon arrière-grand-père, donc je le rends à mon grand-père et je coupe avec. Et c'est toute l'énergétique et les constellations familiales, c'est ça, c'est qu'on coupe avec quelque chose qui ne nous appartient pas. Elle nous a été larguée et fourguée, mais on n'est pas obligé de la garder. Donc on coupe et ça nous libère. Et ça libère notre descendant. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on doit clore cette séance. Je n'ai pas. Merci beaucoup, si Mohamed Fadel, pour cette excellente intervention, très instructive à plus d'un égard et surtout très appétissante. Ça donne envie d'en savoir plus. Peut-être vous avez essayé de créer des vocations, je l'espère bien, auprès du public, que je remercie pour sa patience. On a un peu dépassé de loin le timing, mais c'était très attachant comme sujet. Et vous aussi, Cécile, votre manière de présenter, merci beaucoup pour votre souplesse et votre capacité de nous faire comprendre les choses complexes de manière assez simple. Je dis à tout le monde merci beaucoup et sachez que demain, ce serait la deuxième séance avec Madame Mariam Lahlou, qui est une coach, executive coach et formatrice en soft skills. Et on va rester sur l'alignement, cette fois-ci corps esprit, et on va pouvoir s'abreuver autrement de cette connaissance qui n'a pas de limite. Merci beaucoup, Selfdel Saftor Merci Dialek. à Merci. vous, merci de cette opportunité et c'est toujours un plaisir de partager avec vous et avec vos auditeurs et donc à la prochaine, Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous, merci Oussara et c'est Shafiq aussi, et merci Horizon et à demain, Inch'Allah. Bon retour Merci chez vous. beaucoup. Au revoir. À demain. Au revoir. À demain, Et à bientôt. Ciao. le Mac.